Bonjour à tous. Alors, je vais juste vous demander de me dire si vous m'entendez bien par le chat en me répondant oui ou non. Et je vous souhaite la bienvenue. On a attendu un petit peu, donc je pense que ça devrait être bon. Là, on va pouvoir commencer. Super, donc vous m'entendez très bien. Parfait. Donc déjà, je vous dis bienvenue à toutes et à tous. Donc, on va vous parler d'un webinaire que Glenn et Fabien vont vous expliquer. On a patienté assez de temps, donc maintenant, je vais vous présenter le programme du Festival Online de la Data. Donc, pour rappel, ceux qui étaient présents au premier festival en 2020, donc là, c'est la deuxième saison. Et sachez que vous pouvez tout de même participer et accéder au replay de cette première saison sur notre site internet. Donc, il faudra aller dans la rubrique des webinaires. En bas de la page, vous accéderez directement au bandeau replay de la saison 2020. Pour les prochaines dates, donc, on a le jeudi 11 février de 15h à 15h30. Donc là, ce sera un webinaire avec Trifacta. On vous parlera d'intégration, de nettoyage et transformation de vos données dans Google Cloud. Donc, ce webinaire, il sera présenté par Victor et Charlie et vous permettra justement de découvrir la solution Google Cloud Data Prep by Trifacta. Pour le 18 février, donc, ce sera avec PowerSlide. Donc, ce sera intégré du data storytelling dans votre stack décisionnel. Et ce webinaire sera présenté par Ludovic, qui est le cofondateur et le CEO de DataRox, et Charlie. Et vous allez pouvoir découvrir comment transformer votre système d'information décisionnel en intégrant du data storytelling. Pour le 25 février, donc, ce sera un webinaire spécialisé sur Tableau et R, qui sera présenté par John, donc, qui est data analyst chez nous, au sein de notre entreprise. Et vous allez pouvoir en fait découvrir comment Tableau révolutionne l'analytique avec R, justement. Et le dernier webinaire qui est prévu donc, pour le moment, en attendant les prochaines dates, donc c'est sur Tableau. C'est de Tableau Prep à la visualisation sur Tableau et c'est un webinaire qui sera présenté par Aya, qui est data analyst également chez nous et qui vous permettra justement de comprendre comment combiner, remanier et nettoyer vos données dans une seule et même plateforme. Pour faire simple, et avant de commencer et de laisser la parole à Glenn, je vous demande de bien vouloir couper vos micros donc pendant toute la durée du webinaire. Et ce webinaire, il va se composer de plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation de l'entreprise. On va vous présenter donc la thématique que nous avons choisie donc en lien avec les processus CI/CD. Et on va terminer par une série de questions-réponses, évidemment, s'il y en a. Donc, je vous laisse justement les poser dans le chat en bas de votre écran pour que l'animateur puisse y répondre à la fin de la session. Par rapport à la présentation de l'entreprise, donc Glenn, je te laisse passer la slide. Alors, en quelques mots, Synaltic, c'est des artisans de la donnée, un acteur innovant et un dénicheur de solutions. On est composé de 30 collaborateurs formés et certifiés qui contribuent justement aux communautés d'utilisateurs. Ce sont vraiment des collaborateurs engagés et certifiés. Depuis plus de 15 ans, nous sommes des spécialistes en data management et nous avons réalisé plus de 250 projets avec plus de 160 clients, en nommant par exemple un de nos clients les plus anciens qui est la Croix-Rouge française avec qui on travaille depuis plus de 8 ans. Donc voilà, pour faire simple et en quelques mots, nous sommes des passionnés d'open source et d'innovation. Maintenant, je vais laisser la parole à Glenn qui va rentrer un peu plus dans le détail de nos pôles. Merci à tous et bon webinaire. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc voilà, moi c'est Glenn, je suis également accompagné de Fabien qui interviendra plus sur la partie des questions et on est tous les deux donc développeurs web au sein de la société Synaltic. Alors pour continuer un petit peu sur la présentation de la société et de façon très brève, la société se divise pour l'essentiel en 3 pôles différents, la business intelligence, la data intégration et le pôle DevOps. C'est justement à ce pôle-là qu'on va s'intéresser puisque c'est lui qui est en charge du déploiement et de l'utilisation de ces processus CI/CD, du moins pour l'essentiel. Et on va attaquer directement dans le vif du sujet avec c'est quoi la CI/CD. Alors CI/CD, c'est la concaténation de 2 voire 3 expressions. Le côté CI, c'est pour tout ce qui est intégration continue, et le côté CD, vous retrouverez généralement 2 termes différents mais finalement très proches, à savoir la distribution continue et ou le déploiement continu. En gros, tout dépend de où on se situe sur le développement d'une application. Quand on est dans des phases de build, de test et de merge de nouvelles features qui vont par la suite arriver en production, on est plus sur une phase d'intégration continue. Si vous voulez maintenant automatiser des dépôts dans un repository, dans un gestionnaire d'images, on appelle ça plutôt de la distribution continue.
Et si maintenant on parle de déploiement automatique en production, on est dans le déploiement continu. Peu importe où on se situe dans les boîtes, peu importe dans quelle boîte vous êtes en train de travailler, derrière chacun de ces processus, il y a ce qu'on appelle un pipeline CI/CD. Et concernant les processus CI/CD, qui sont également appelés pipeline CI/CD, on aime beaucoup la définition donnée par Red Hat. Donc, je lis ici la petite définition. L'approche CI/CD garantit une automatisation et une surveillance continue tout au long du cycle de vie des applications, que ce soit des phases d'intégration et de test, donc ce qu'on a appelé le CI, jusqu'à la distribution et le déploiement, tout le côté CD. Ensemble, ces pratiques sont souvent désignées par l'expression pipeline CI/CD et elles reposent sur une collaboration agile entre les équipes de développement et d'exploitation. S'ensuit à ce moment-là de l'utilisation de ces processus CI/CD un ensemble d'avantages qu'on a résumés par 4 petites boîtes, à savoir, premier avantage non négligeable dont on a déjà parlé plusieurs fois, l'automatisation des processus, mais également une augmentation de la qualité de code, puisqu'on va s'assurer que les features que l'on veut par la suite amener en production ne cassent pas le code déjà mis en place et qu'elles répondent à certaines normes. Une amélioration de la qualité des développements, notamment par la mise en place de la collaboration entre les équipes de développement et d'exploitation, et évidemment des plus grosses vitesses, des meilleures vitesses de déploiement, et une nouvelle fois liées à l'automatisation des procédés. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais en pratique, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on a développé des processus CI/CD, autrement dit, chez Synaltic? Voilà. Alors on va beaucoup s'appuyer sur le petit schéma que vous avez devant vous maintenant, qui va de la gauche le travail en local, comme n'importe quel développeur doit le faire, jusqu'à vers la droite, le déploiement des pipelines. Qu'est-ce qui constitue un pipeline? Pour commencer, vous pouvez voir que, comme la plupart des développeurs dans le monde, quand on pousse notre travail de développement, on le pousse sur un repo Git. Et pour ça, chez Synaltic, nous travaillons avec GitLab. GitLab a sa propre solution intégrée de déploiement de processus CI/CD qui sont les GitLab Runners que vous pouvez voir ici. Seulement, vous n'êtes pas obligé, lorsque vous travaillez avec GitLab, de travailler avec des GitLab Runners, puisqu'il existe également des connecteurs pour d'autres solutions de type CI/CD, telles que Jenkins, Travis CI ou encore Drone. Mais chez Synaptic, on travaille avec la solution interne à GitLab, les GitLab Runners. Il est également important de remarquer que lorsque on va maintenant vous dire qu'on fait du Git push, donc on passe de notre travail en local sur notre repo Git qui est au sein de GitLab, tout va se passer dans un cluster Kubernetes managé avec notre partenaire OVH Cloud. On ne peut pas aller plus loin dans les processus CI/CD sans vous expliquer un minimum comment fonctionne Kubernetes. Je vais le faire de façon très sommaire, parce que honnêtement, on pourrait passer des heures à parler du fonctionnement de Kubernetes. D'abord, Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Kubernetes est un système open source qui permet d'automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion d'applications conteneurisées. Comme n'importe quel cluster, il est constitué de différents nœuds, et les nœuds au sein des clusters Kubernetes contiennent des pods. Les pods sont soit des parties d'applications qui communiquent entre elles pour faire des applications plus complexes, ou alors des applications complètes. L'avantage de travailler avec un cluster Kubernetes, c'est que si un jour un de vos nœuds tombe, on peut paramétriser le cluster pour que les pods contenus dans ce nœud soient automatiquement déployés sur les nœuds restants. Ou encore, si maintenant la demande pour votre application se fait plus forte, on peut paramétriser le cluster Kubernetes pour qu'il déploie automatiquement de nouveaux nœuds qui contiendront de nouveaux pods et par conséquent qui répondront à l'augmentation de la demande pour vos différentes applications. Voilà, c'est très sommaire, j'insiste bien là-dessus, mais en tout cas, au moins comme ça, vous avez une idée du fonctionnement de base d'un cluster Kubernetes. Revenons maintenant à notre petit schéma et commençons justement à parler de ce qui se passe pour le développement en local. Chez Synaltic, les devs travaillent pour l'essentiel sur des projets monorepo, c'est-à-dire qu'on a nos services back-end et nos services front-end à la racine d'un même projet. Nos services back-end sont développés en Node.js, nos services front-end sont développés en Vue.js. Nous travaillons en local avec Docker, donc on a évidemment un fichier Docker Compose pour pouvoir orchestrer les différents conteneurs qui constituent nos applications. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, on a un fichier GitLab CI.yaml qui est la clé de lecture pour l'automatisation des processus lorsqu'on travaille avec GitLab. C'est un fichier YAML, donc il peut être effectivement très très verbeux, et en gros, comme vous pouvez le voir ici, c'est effectivement la clé de l'automatisation. J'insiste déjà là-dessus. Si vous n'avez pas de fichier GitLab CI à la racine de votre projet que vous poussez sur GitLab, il n'y aura pas de processus CI/CD possible. Et grosso modo, c'est un fichier où en fait on détaille l'ensemble des étapes qui vont constituer notre pipeline. Vous pouvez voir ici qu'on a les stages pour un pipeline chez Synaptic,
Et on a ainsi en dessous la description de ces différentes étapes. On voit ici que c'est l'étape de l'int qui peut être elle-même constituée de plusieurs jobs à lancer. Donc un stage peut avoir plusieurs étapes. Alors, une fois que ce fichier a été lu, je réinsiste bien, s'il n'y a pas de fichier GitLab CI, on n'a pas de processus CI/CD avec GitLab, c'est donc bien la clé de l'automatisation. On a maintenant un fichier qui est lu par notre GitLab. Par conséquent, on va avoir besoin d'un processus qui va déclencher la faisabilité de notre pipeline, et ça donc, c'est les GitLab Runners. Première chose à savoir sur les GitLab Runners, il n'y en a pas par défaut avec GitLab. C'est en fait un pod GitLab Runner qui s'enregistre auprès de notre GitLab, et pour ça, tout se passe dans Kubernetes. Ces pods GitLab Runner sont bien évidemment configurables, et nous les avons configurés pour qu'ils soient capables de lancer 10 jobs concurrents qui se suppriment une fois leur tâche accomplie. Le pod en question se supprime une fois les tâches accomplies. Par conséquent, si je reviens à notre étape de lint, que je disais tout à l'heure, donc le stage lint, un stage, globalement, c'est un ou X job, donc la nécessité d'avoir un ou X pod concurrent pour remplir l'étape complète. Et si je reprends l'exemple de l'étape de lint, vous voyez ici qu'en fait, elle est constituée de 4 jobs. Par conséquent, j'ai besoin de 4 pods pour pouvoir la mener à bien. Et enfin, une fois qu'on a notre GitLab Runner, on va enfin pouvoir faire se déployer notre pipeline. Alors chez nous, chez les devs, globalement, excusez-moi, voilà. Chez nous, chez les devs, un pipeline, il se divise en 6 étapes différentes qui font tout appel à des modules Node.js différents. Je vais vous détailler chacune des étapes sommairement les unes après les autres. Mais ce qu'il est important déjà de noter ici, c'est que ces étapes-là, ce sont les étapes qui sont lues dans votre fichier GitLab CI. Par conséquent, un pipeline peut complètement différer d'un projet à l'autre. Il peut être constitué de plus ou moins d'étapes. Ça dépend clairement de qu'est-ce qu'on écrit dans le fichier gitlabci.yaml. On va donc commencer par vous détailler chacune des étapes. Première étape, c'est l'étape de linter, à savoir que l'on fait un nettoyage de notre code. C'est-à-dire que les nouvelles features qu'on essaie de pousser pour aller par la suite en production, on s'assure qu'elles répondent à un ensemble de normes qui ont été définies au sein du pôle dev. Et comme ça, on va dire on a un code relativement uniforme et propre qu'on essaie de mettre en production. Si cette étape est réussie, on passe à l'étape des tests unitaires qui font appel au module Jest et qui vont être une étape qui va nous permettre de tester les différentes routes et services de nos serveurs, ainsi qu'également les modèles des futurs éléments qui vont aller dans nos bases de données. Je fais déjà une remarque ici qui est très importante. Vous voyez que j'ai fait donc un petit V vert sur la première étape. Il est très important de noter qu'on passe à l'étape suivante d'un pipeline uniquement si l'étape précédente a réussi. Ça paraît évident, mais je préfère le préciser. On en arrive ensuite, si ces 2 premières étapes sont remplies, à l'étape de Docker build et de dépôt sur le Nexus. Donc, une fois qu'on a buildé nos images avec Docker, on va les pousser sur un gestionnaire d'images, qui est donc un repository. Chez nous, nous travaillons donc avec le repository Nexus. Et je vous montre ici, par exemple, quel est le type de commande que l'on écrit dans les fichiers GitLab CI pour pouvoir pousser un service qui s'appelle, chez nous, RDS Server, lors de cette étape de build to Nexus. Une fois que cette étape est réussie, on arrive à l'étape clé vis-à-vis de Kubernetes, qui est le déploiement. Alors, à ce moment-là, c'est donc une branche dans GitLab qui va devenir un élément au sein de notre cluster Kubernetes. Pour ça, on va donc avoir des différentes images de nos services pour pouvoir, on va dire, construire l'application. On va donc aller chercher dans le Nexus les images qui correspondent à nos différents services. Et pour ça, on a 3 possibilités de récupération. Soit on récupère une image existante, une image qui a été taguée et qui existe au sein de notre repository Nexus, soit on déploie l'image que l'on vient tout juste de builder à l'étape précédente, ou encore, évidemment, dans un souci de l'utilisation de l'open source cher à la société, on utilise des images publiques contenues dans le repository public Docker Hub. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a récupéré toutes nos images, une branche GitLab devient ce qu'on appelle un namespace au sein du cluster Kubernetes, qui va à ce moment-là nous donner accès à un URL. Et cette URL, bien évidemment, va nous permettre de faire des tests sur l'infrastructure client, sur ce que le client a chez nous. Il est important de noter qu'un namespace est alors constitué de plusieurs pods, et comme vous l'aurez compris, chaque pod correspond à un service de notre application. Donc il y a un pod par serveur, un pod par client, un pod par base de données, et tout ça communique ensemble pour au final avoir un URL accessible que l'on peut fournir en test au client. La dernière étape, l'avant-dernière étape, c'est donc de faire des tests fonctionnels. Il s'agit donc ici, avec le module Test Café, d'aller tester la majeure partie des use cases de notre interface client. Et généralement, ça c'est juste pour information, mais ces tests sont regroupés par feature, tout ce qui est authentification, gestion de profil.
ou encore par user story, ce qui permet de remplir une demande, remplir un formulaire particulier. Et tout ça est testé au sein de l'interface client grâce à l'URL qui nous est fournie par le déploiement d'un namespace Kubernetes. On en arrive alors à l'étape de clean, parce que bien évidemment, tout ça consomme des ressources, que ce soit au sein de notre cluster Kubernetes ou au sein de notre Nexus. Il est donc important de nettoyer ce qui est inutile. Et donc, on a donc un job qui va se charger de nettoyer les images du Nexus dont on n'a pas besoin, et un second job qui va être de supprimer le namespace dans Kubernetes. Petite remarque également qui est très importante, vous pouvez voir donc que l'étape de clean ici, voilà à quoi elle ressemble lorsqu'on lit l'étape dans le fichier gitlabci.yaml. Vous pouvez voir ici qu'on peut également éviter que cette étape se déroule pour certaines branches. Par exemple, les branches de recettes, il est bien sûr évident que ces branches doivent toujours être accessibles aux clients pour qu'ils puissent tester le code en production. On veut donc toujours que le namespace soit actif, que l'URL soit accessible, donc on ne va pas aller nettoyer ce namespace-là à partir du moment où il est tagué comme étant une branche recette. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'au sein d'un seul fichier GitLab-CI, je peux gérer toutes les différentes versions de mon application. Et voilà, notre pipeline est terminé. On a rempli l'ensemble des étapes, on est bien arrivé au bout, et tout s'est bien passé, a priori. Un pipeline peut donc différer complètement d'un projet à l'autre. Il peut comporter, comme je l'ai déjà dit, plus ou moins d'étapes, et une nouvelle fois, suivant les tags ou le nom des branches, on peut écarter certaines étapes complètement. Et donc, au sein d'un seul fichier GitLab-CI, on peut carrément faire du versioning, à savoir gérer les différentes versions d'une même application. Alors, on a quand même fait une petite vidéo pour vous faire un petit peu une démonstration de ce qu'est le quotidien quand on travaille avec GitLab et les pipelines CI/CD. Ce que vous avez devant vous actuellement avant que je lance la vidéo, c'est donc l'option CI/CD de GitLab. Et on est en train de regarder la page qui concerne les pipelines. Et chacune des lignes que vous voyez correspond à un pipeline qui est en cours ou qui a planté ou réussi. Vous pouvez voir donc à ce moment-là que lorsque tout est au vert, comme dans le bas de l'écran, ça veut dire que le pipeline a réussi, que tout s'est bien passé. Par contre, on a également des étapes qui sont en rouge. Cela veut dire que les pipelines a raté pour des raisons différentes qu'il nous faudra analyser et par conséquent identifier les problèmes. Vous pouvez cliquer sur les différentes pastilles pour voir qu'est-ce qui a réussi et qu'est-ce qui a raté, quels sont les jobs qui ont réussi et ceux qui ont raté au sein d'un même stage. Toutefois, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de détails dans cette vue globale, on peut aller voir en détail ce qui s'est passé dans chacun des pipelines. C'est ce qu'on fait maintenant. On clique sur un pipeline en particulier. On a donc les différentes stages du pipeline qui apparaissent avec les différents jobs correspondants. Et on peut voir une nouvelle fois tous les jobs qui ont réussi et ceux qui ont raté. Et surtout qu'on n'a pas été à la dernière étape puisqu'on a eu un plantage à l'étape des tests clients. On peut maintenant cliquer sur chacun des jobs séparément puisqu'on va avoir un ensemble de logs associés aux différents jobs. On peut voir ainsi qu'on a tout un ensemble de logs et également un petit message qui nous dit quand le job a réussi, autrement dit ici, quand le test s'est bien passé. Et on a la même chose avec également des logs d'erreur. Quand le test s'est mal passé, il nous faut à ce moment-là évidemment corriger tout ça en local, repousser notre branche qui va redéployer un pipeline et on recommence évidemment à ce moment-là un nouveau pipeline pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Si on revient sur une vue générale, on a également des pipelines en cours, où on voit à ce moment-là avec les petites pastilles bleues les jobs qui sont en cours, pastilles vertes les jobs qui ont réussi, et pastilles rouges les jobs qui ont planté. Et bien évidemment, je peux cliquer sur un job en cours pour voir où il en est et si tout se passe bien jusqu'ici. Voilà, c'est donc une présentation relativement rapide de l'interface de GitLab avec les pipelines CI/CD. Toutefois, ça vous permet de vous donner une bonne idée de quel est notre quotidien, évidemment, lorsqu'on travaille avec les pipelines et qu'on fait du développement avec les processus CI/CD dans GitLab. Voilà, j'en ai quasiment fini pour cette présentation, donc je vais juste terminer par quelques conclusions quand même. Les pipelines CI/CD, ce n'est pas juste quelque chose qui nous aide en développement, c'est également quelque chose qui nous aide au maintien en production de certaines applications qu'on a développées chez Synalytic, notamment pour le compte association ou encore DataAsso, qui sont des applications développées en partenariat avec la GELPA. On a également le fait que l'automatisation des processus CI/CD et l'utilisation de GitLab nous permettent ainsi de gérer nos projets de façon agile et de livrer des versions stables de nos applications sous forme de sprints. Pour rappel, rappelez-vous les 4 gros avantages que je donnais au début de la présentation. Évidemment, l'utilisation des processus agiles associé au processus CI/CD, c'est 100% cohérent et ça nous permet évidemment d'être beaucoup plus efficace en termes de qualité de code et de la vitesse à laquelle on peut faire des livraisons stables de versions données d'application. Et enfin, il est évident que l'utilisation des GitLab Runner au sein du cluster Kubernetes, ça nous permet de gérer le nombre de jobs lancés en parallèle et ainsi nous adapter en déployant un GitLab Runner supplémentaire
si besoin. Donc oui, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait déployer des nœuds supplémentaires au sein d'un cluster Kubernetes pour s'assurer qu'on a toujours une application qui est disponible. Il en va de même lorsqu'on fait du développement et qu'on a besoin de plus de GitLab Runner si nous sommes beaucoup de développeurs à travailler sur le développement d'applications en même temps et qu'autrement dit, nous générons plus de pipeline. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère que j'ai été clair et bien entendu et nous sommes à votre disposition, Fabien et moi, pour vos questions. Merci Glenn. Pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat ou même à prendre la parole directement avec votre micro si vous avez des questions à poser. Comme ça, Glenn et Fabien pourront y répondre. Ah, il y a une question, Glenn, Fabien également. Si un flux d'automatisation échoue, il est possible de recevoir une alerte? Oui, tout à fait. Je vais laisser Fabien répondre. Je t'en prie, Fabien. Bah, oui, tout à fait. Et je pense qu'on doit pouvoir, enfin, on configure aussi ça en fonction des projets auxquels on s'intéresse, auxquels on contribue. Donc, on ne reçoit pas les notifications pour tous les projets, heureusement. Mais oui, on reçoit des alertes par mail. Merci Fabien. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Si vous avez des doutes ou quelque chose que vous avez mal compris, on est là pour vous répondre justement. Donc profitez-en. Alors on a une autre question, Glenn et Fabien. Chez Synaltic, vous réalisez des projets data, mais est-ce que vous avez des chaînes de CI/CD dans le cadre de pareils projets? Fabien, tu veux répondre Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais c'est tout à fait envisageable. Alors, J'en avais déjà discuté. Oui, vas-y. Pardon. Effectivement, on n'en a pas actuellement, mais c'est en train de se faire, puisque notamment, je sais qu'il y a l'équipe DI qui travaille actuellement sur les processus CI/CD, mais avec des jobs liés à la technologie talent. Donc, c'est 100% faisable également avec des technologies plus liées à la data. Et ça va probablement être une demande qui va être croissante à mon avis, à l'avenir. Merci Glenn et Fabien. Bon bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez directement nous contacter sur notre site internet. On pourra aussi répondre à vos questions. Il y a pas mal de formulaires pour avoir pas mal d'informations. Donc voilà, on reste à votre disposition et puis vous aurez également accès au replay de ce webinaire-là. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous joindre en cas de besoin. On répondra à toutes vos questions. Merci en tout cas à Glenn et Fabien et à tous les participants pour ce webinaire. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt.